Quand je me survalorise, j'arrive dans une posture plus parent. Quand je me sous-valorise, j'arrive dans une posture plus enfant. Et quand je me valorise à ma juste valeur, je suis centré en adulte. C'est marrant ce truc de voir la vie comme un jeu. J'aime bien. Mais je me rends compte que c'est pas accessible à tout le monde, voire même qu'il y a certaines personnes chez qui c'est interdit. Je sais pas si tu as déjà vu ça en séance, des gens avec qui ça va pas être possible de leur faire voir la vie comme un jeu parce que leur vie c'est pas un jeu. Tu vois. Oui, et, oui. et si tu leur dis que la vie est un jeu, quelque part tu leur manques de respect. Parce que c'est pas là qu'ils ont besoin d'être rejoints. Du coup, je considère que toi et moi, on a de la chance d'avoir ce prisme-là. Et je me demande si, si ça peut pousser chez tout le monde. Enfin, je considère qu'il y a trois trucs. Il y a soit la vie est un jeu, soit la vie est un drame, soit la vie est une tragédie. Et on Ok. est soit dans l'un, soit dans l'autre, soit dans l'autre. Ou alors, on peut être dans deux des trucs, mais jamais totalement dans les trois, ou très rarement. Et moi, je suis beaucoup dans le jeu et dans le drame. Et la tragédie, je m'en bats les couilles. Du coup, j'ai du mal à connecter avec les gens qui sont dans la tragédie. Ok. Euh, Tu vois. Et j'ai déjà eu Moi, j'ai tendance à adhérer à la notion de jeu sacré. Et que donc, du coup, si c'est trop sacré, c'est trop grave. Et donc, du coup, c'est chiant parce que ça pèse des tonnes. Et si c'est trop dans le jeu, c'est trop inconséquent. Et donc, du coup, ça va nulle part. Enfin, ça va n'importe où. Et Hmm. c'est cet équilibre-là entre le jeu et le sacré qui me parle beaucoup. Sachant qu'en plus de ça, bah, t'as vu mon nom de famille. euh, Oui. et, Je. et que mon prénom, il parle du côté sacré des choses. Donc, du coup, il y a vraiment ça dans mon blaze, c'est jeu sacré. Voilà. Hmm. Je peux rien y faire. J'ai juste embrassé ça. Un peu sur le tard, mais avec plaisir. Mais du coup, ouais, cette triade, je l'avais pas. De jeu, de tragédie et de drame. Parce que j'entends beaucoup dire les gens, la vie est un combat. Tu mets où les gens qui disent ça? Tragédie. Ok. Et donc c'est eux que Euh, tu comprends pas. Bah, maintenant, si, mais au début, je ne les comprenais pas. Hmm. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas jouer? Pourquoi est-ce qu'ils tirent la tronche tout le temps? Pourquoi est-ce qu'ils portent une carapace? Mais parce que le jeu, en fait, est trop sérieux, hein. À l'endroit, enfin pour moi, hein, de ce que je ressens, c'est que le jeu de la tragédie est beaucoup trop prenant, quoi. Donc c'est un jeu, mais c'est un Ah, jeu. mais j'ai pas l'impression que la tragédie soit un jeu pour eux. J'ai l'impression que c'est vraiment tu vis, tu meurs, il faut pas mourir, faut pas se faire trahir. Il y a un truc très, très sérieux, mais plus que sérieux, tu vois. Hmm. Et, et cette tragédie, elle n'a rien à voir avec. C'est souvent des enjeux de vie et de mort qui sont ressentis. Ça veut pas dire qu'ils sont réels, mais qui sont ressentis comme tels. Et comparé au drame, les gens qui sont dans le drame, ils peuvent faire du drama. Mais faire du drama, c'est pas un enjeu de vie ou de mort. C'est que t'as rien d'autre à foutre de ta vie. Tu vois, enfin, du point de vue des gens qui sont dans la tragédie, les gens qui font du drama, tu as envie de leur foutre des baffes. Tu vois. Et du coup, c'est vraiment trois mondes qui ont du mal à communiquer. En plus, t'as ceux qui sont dans le jeu. Alors là, nous, on débarque, on prend la vie comme un jeu, on prend l'identité comme un jeu. L'identité. On peut se désidentifier, on peut se réinventer. Quoi? Hmm. Peut-être que pour les gens qui sont dans la tragédie, c'est beaucoup plus dur, parce que eux, ils sont beaucoup plus ancrés à une identité, et c'est mort. Ils en auront pas d'autres. Ouais, mais j'ai l'impression que justement, il y a un respect du script dans la tragédie. Tu vois? Oui. Il Ah y a, oui. Oui, le oui. Il y a script un est plus script. fort que toi et tu restes Ouais. dedans. Ouais. Mais c'est Le vrai. jeu, c'est pouvoir changer de timeline un peu de temps en temps. Ah, mais le jeu, tu Euh, décides des règles du jeu. Enfin, Après, t'as des trucs qui viennent quand même te chercher et qui te sortent du jeu, ça arrive. ouais. Mais quand tu récupères ton énergie, tu vois que c'est là où t'es en train de jouer. En tout cas, moi, c'est comme Euh, ça que je vérifie que je suis bien sur mes rails à moi. C'est que si je suis en train de m'amuser, c'est bon signe.
Ouais, moi c'est comme ça que les profs que j'aimais bien, c'est les profs qui avaient ce mode de jeu. Ou alors le mode de drame et de jeu, mais les profs qui étaient dans la tragédie, j'avais des profs d'histoire trop pompeux, trop c'est sérieux, tout ça, les heures les plus sombres, machin. Oh là là, Hmm. m'emmerder. Ouais. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Cette notion de jeu, si elle est possible à faire, ça devient ludique. Et si ça devient ludique, on peut apprendre, en fait. Mais on peut apprendre aussi par le trauma, si on revient à ce que tu disais plus tôt. Et donc, du coup, là, Ah, je dans la considère pas tragédie, comme, il y a du trauma. je considère pas que le trauma soit vraiment un apprentissage. Parce que pour moi, quand tu apprends, tu peux avoir du recul sur la chose apprise. Hmm. Tandis que sur un trauma, t'as pas de recul. Tu Moi, je vas disais venir. apprentissage dans le Ouais. sens où ça fait partie de ta carte. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Il y a Gaëtan qui m'écrit pendant qu'on échange. Il dit dans la tragédie, celui qui tient bon est le héros et le héros est number one dans les histoires. Oui, il y a de ça, oui. Oui, oui. Hmm. Mais même dans la tragédie, celui qui meurt, mais doit mourir dignement. Ouais. Vaut mieux mourir dignement que vivre comme une tapette dans la tragédie. Du coup, Je pense au roman de Roland, par exemple. hmm, hmm. Ah, et ça y est, dans la tragédie, le poison. Bon, hé, Gaëtan, tu vas venir tout à l'heure. Mais je vais avancer, comme ça tu pourras venir bientôt discuter avec Trigor. Alors, où est-ce que j'ai ma prochaine question? Tac, tac, tac. Si, je voulais qu'on aille faire un tour là-dessus, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un petit peu une annonce de ça. Dans une de tes vidéos, tu théorises la notion de vexamonde, qui est la zone à l'extérieur de notre zone de confort. Plus on s'éloigne de notre zone de confort, plus on est susceptible d'être vexé par ce qui se passe. Plus on est susceptible tout court d'ailleurs. C'est rigolo parce que ça m'évoque quelque chose auquel j'avais jamais pensé auparavant, c'est que je suis plus identifié à ce qui me vexe qu'à ce qui constitue ma zone de confort, alors Et qu'intuitivement c'est oui, plutôt l'inverse qu'on se dit. On pense ouais. être identifié à notre zone de confort et ce qui la constitue, mais ta vidéo me fait réaliser que je suis peut-être plus en confusion d'identification lorsque je suis vexé à mort que quand je me laisse aller à mes petites habitudes qui visent à me préserver de ce vexamonde. Donc on pourrait presque faire l'hypothèse que l'on constitue sa zone de confort par défaut, spécialement pour ne pas prendre son vexamonde en pleine tronche. Comment ça sonne pour toi? Ah ouais, mais grave. J'aime beaucoup. Du coup, il y avait plusieurs niveaux dans ce Vexamonde. Je laisse les gens, je mettrai le lien en dessous de cette vidéo pour qu'ils puissent accéder directement à cette vidéo que j'ai trouvée vraiment En, intéressante. en fait, plus un truc te vexe, plus tu as l'occasion de dire moi je. Mm, mm. Et c'est vrai que ça opère cette bascule là potentiellement de dire attends, l'identification elle est à l'extérieur, elle est dans ce dans ce qui me tape quoi, dans ce qui et du coup je sais pas, le fait de dire ma zone de confort elle est construite par défaut, ça m'a fait réfléchir. Et effectivement, c'est ce que je ressens en plus. C'est-à-dire que ça rajoute de la justesse à cette zone de confort-là, je trouve. De la justesse dans l'éclairage. Parce que ma zone de confort, c'est pas, elle est faite en partie de choses que j'aime, mais pas que. C'est intéressant cette notion parce que on entend beaucoup parler de zone de confort, mais là, du coup, comme elle est toute seule, cette zone de confort, et qu'après on fait une espèce Ouais. de truc pas très précis de l'extérieur, on dit juste faut sortir, puis voilà. Euh, Là, si on se rend compte que Oui. notre zone de confort, c'est pas nous qui l'avons constituée, ça peut vexer un peu, ça. Ça peut donner envie d'aller découvrir au-delà de ça, quoi. Je voulais prolonger en disant, est-ce que tu me rejoins si je dis que le connard intérieur ou la salope intérieure, ça fait souvent partie de notre vexamonde. On n'aime pas du tout se sentir vu quand c'est lui ou elle qui pilote. On préfère ne pas y être confronté. Bah, c'est ce qui vexe les autres surtout. C'est pour ça qu'on n'aime pas être vu, parce que les autres vont nous reprocher, et on n'a pas envie d'être le méchant de l'histoire. Mais si c'était accepté, ça serait pas une part d'ombre, ça serait pas une part cachée. Donc c'est pas tant notre connard intérieur qui nous vexe, c'est plutôt le fait que les autres nous disent mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? Est-ce que selon toi, l'entourage d'une personne connaît souvent mieux le connard intérieur que la personne elle-même? Oui. Oui, oui, un très bon moyen de découvrir ton connard intérieur, c'est de demander à tes ex.
Ah, c'est très très drôle. C'est une bonne suggestion. Là, on est justement dans le jeu transgressif dans ta proposition. C'est marrant parce que j'aime bien toutes ces parts de notre identité qui ne dépendent pas de nous, qu'on ne choisit pas, et que c'est les autres qui peuvent nous informer de qui on est. Mm, J'aime bien ce mm. vertige-là. C'est un vertige particulièrement inconfortable Ouais. de se soumettre à ça, au retour, parce que on est Sans, habitué, sans, sans le prendre comme une critique, en plus. c'est ça, mais on est habitué, mine de rien, à recevoir des retours dont on sait qu'ils n'iront pas vraiment directement droit au but, parce qu'il y a une sorte d'autocensure en face. Et donc, du coup, j'espère que tu t'es lâché sur l'analyse ipséité de la chaîne et que je vais pouvoir avoir affaire à la vraie version que, que t'as vécu en faisant l'exploration de la chaîne. Alors, j'explique un petit peu le concept. Simplement, sur ta chaîne, tu utilises donc plusieurs échelles, plusieurs grilles de lecture. Donc, l'échelle de Hawkins en fait partie et aussi tu as l'échelle ipséité, c'est ça, comme ça que tu l'appelles, c'est ça? La grille ipséité, en fait, c'est La un pot grille, pourri pardon. de plein d'outils. C'est un Hmm. pot pourri de plein d'outils que j'utilise, et un outil, une grille qui ne cesse que de s'agrandir. Ok. Et oui, c'est vrai qu'elle est assez touffue, cette grille, et que donc du coup, dans les vidéos, quand tu l'utilises, tu zoomes sur les parties dont tu es en train de parler. Et je t'ai proposé un jeu, ce que j'ai jamais fait auparavant avec les autres invités. Je t'ai fait bosser, donc je te remercie d'avoir accepté le défi. T'es allé faire un petit tour sur la chaîne et bah, tu as utilisé ta grille pour visiter cette chaîne-là. Et je sais pas ce que ça a donné, mais par contre, tu vas pouvoir nous le partager. Et grâce à l'habileté de Gaëtan et la tienne, on va pouvoir en plus vivre ça avec des zooms et des dézooms, ce qui va permettre de pas avoir que la grosse carte. Celle-ci, la deux cartes, voilà. Si on était resté comme ça, je suis pas sûr que toi qui nous regardes, t'aurais pu suivre ce qui s'y passait. Non, là, on va aller directement sur ton écran et tu vas nous faire une petite analyse si ça te va. Les langages de l'amour, tu connais certainement. Bah, sur ta chaîne, je trouve qu'on en a au moins 3 sur les 5. On a la valorisation sociale, évidemment, de manière proactive. La manière dont tu présentes les invités, c'est un buffet à volonté, j'ai l'impression, d'étiquettes valorisantes. Et c'est très bien. Enfin, je me rends compte que ça met en confiance. En fait, moi, j'ai déjà fait des interviews. Ça s'est Mhm. mal passé. Ok. Et je viens de comprendre pourquoi. Tu m'as fait comprendre pourquoi. Et du coup, tu m'as donné une bonne leçon en termes d'accueil des invités. Donc, je te remercie pour ça. Avec plaisir. Moment de qualité, bah voilà, c'est le sujet. Contact physique, c'est pas le sujet. Et service rendu, quelque part, il y a du service rendu, je trouve, parce que tu fais aussi la publicité des gens que tu présentes. Et c'est peut-être aussi un cadeau attentionné que tu fais, je sais pas, mais voilà, je vois au moins 3 ou 4 langages de l'amour présents dans ton contenu, ce qui fait beaucoup. C'est un contenu où il y a beaucoup d'amour, du coup. Chouette. Alors, évidemment, les étiquettes que j'ai mis là sont encore à travailler. J'ai mis violence, mais c'est peut-être pas de la violence, je sais pas encore. Je suis un peu comme un tailleur de pierre, tu sais, j'ai une matière, je vois à l'intérieur qu'il y a un truc, je sculpte, Mm. je suis pas encore arrivé sur la forme parfaite. Bon, mais pour moi, yin, yang, c'est des types de violence. J'ai rajouté aussi l'harmonie et la vitesse. Sur ta chaîne, je trouve qu'on a une énergie à la fois yin et à la fois harmonie. Ok. C'est-à-dire que t'es pas là pour faire du conflit avec tes invités. T'es pas là pour faire du rentre-dedans. Il y a un accueil très yin, très doux, je trouve. En tout cas, je me sens bien. Enfin, du coup, voilà, c'est intuitivement ce qui me vient. Et j'ai pas vu dans ton contenu beaucoup d'énergie yang. J'ai pas vu beaucoup de. Parce que parfois, j'avais envie que tu secoues un peu plus tes invités, Mm. que tu leur fasses cracher un peu plus de trucs. Et au niveau de la vitesse, il y a une vitesse respectable, un rythme à la fois lent mais dense. Donc c'est pas un problème en soi. Voilà ce que j'aurais à Ok. dire. Est-ce que ça te parle tout ça? Oui, oui, bien sûr. Bah oui, le côté yang de toute façon, enfin, je veux dire, je peux pas me cacher. Mon côté yang, il est pas développé aussi fort que mon côté yin dans la vie. Donc, Mais c'est à pour l'image de autant, qui je suis. mais pour autant, tu m'as un peu surpris sur Yang dans notre échange parce que tu m'as provoqué sur quelques trucs ou même de m'avoir demandé de te faire ton analyse ipséité avant. Euh, voilà, je trouve ça
Je trouve ça osé de ta part. Et je Ok. m'y attendais pas. Ensuite, digestion de la baise. Alors ça, c'est un prisme où tous les événements de la vie sont une forme de baise. Et la question, c'est est-ce que c'est de la bonne baise ou de la mauvaise baise? Euh, par exemple, tu as des contenus, ce n'est que de la mauvaise baise, c'est que des mauvaises nouvelles ou que des critiques d'autres vidéos pour en dire que du mal. Et toi, ton contenu, c'est que de la bonne baise. Toi, Moi, ton je contenu, crois. c'est que de la bonne vibe. Mais pour autant, j'ai l'impression que dans la mesure où tu ne rentres pas dans les gens, tu ne prends pas le risque de certaines mauvaises baises, et par conséquent, ça peut parfois, en tout cas pour ma part, avec mon oreille à moi, ça peut parfois être un peu mielleux. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, carrément. Et j'ai envie de dire trop gentil, mais c'est bête de ma part de dire ça parce que c'est pas une forme de gentillesse, mais c'est une forme d'intelligence que tu as qui te permet d'accueillir plein de gens de qualité. Donc, enfin, moi, je saurais pas faire ce que tu fais, tu vois. Donc, voilà, c'est pas du tout pour te critiquer que je dis ça. Mais j'entends et je reçois, y a pas de souci, t'inquiète. Ok. Et par conséquent, ne prenant pas ce risque d'apporter de la mauvaise baise, notamment à tes invités, peut-être en les provoquant trop, bah, parfois, il y en a qui, je trouve, causent un peu trop sans se faire interrompre, et je suis dans une overdose de eux qui se la racontent. Je le dis vraiment comme je le pense, hein. Pardon si Mhm. s'il y en a qui le prennent mal, bisous à eux. Et ce qui fait en même temps un effet d'absence, c'est que merde, où est le vrai contenu, tu Mhm. vois, dans ces moments-là. Mais voilà, ça reste assez rare hein, dans les vidéos que j'ai écoutées, et puis ça fait partie du jeu aussi d'écouter les humains qui sont pas forcément des prestataires sur toute la durée d'une interview. Ils ont le droit d'être humains et de voilà, ok. Ok. Ensuite, en termes de présence et de vide, bah, toi, ton contenu, ça va dans la direction de l'être. Et c'est une des questions de ta chaîne, c'est comment être. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est un des sujets, quoi, donc je vais pas plus Ouais, développer que ça. ça marche. Tu joues pas sur la frustration du tout, tu fais pas des titres putaclic. Euh, Tu joues peut-être sur le désir, quand même un peu, parce qu'on n'est jamais totalement dans l'être, hein. On peut y être par épiphénomène, mais tu joues sur le désir dans le sens où tu invites quand même des personnes assez prestigieuses, assez réputées. Et en plus, tu découpes ça en 4 parties, tu vois. Et là, t'es un connard. Mais au bon sens. Mais au bon sens du terme. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'es un Mhm. prédateur. Mais au bon Ok. sens du terme. Ensuite, ancrage de la vérité. Est-ce que ce qui est raconté, c'est du mirage, on est dans un ego spirituel, ou est-ce qu'on est dans la réalité vécue? Grosso modo, ce que j'ai entendu, c'était des gens déperchés. J'ai eu cette bonne surprise que c'était des gens qui avaient comme un vécu qui me paraissait assez touché-terre. Et notamment des gens qui racontent comment ils se sont déperchés de certaines routines qu'ils avaient, à partir de ce déperchage, ils se sont réinventés. Donc j'ai l'impression que c'est le sujet de ta chaîne aussi. En fait, on a des thématiques très similaires, j'ai l'impression. Mhm. Sauf que toi, tu tends le micro aux gens, chose que je ne sais pas encore faire, mais je vais te jalouser suffisamment jusqu'à te copier. Je t'en prie. Je serai le Et premier à écouter ça avec attention. ensuite, d'un point de vue relation narcissique, bon, alors là, c'est peut-être le plus difficile, parce que c'est souvent quand j'analyse des couples hommes-femmes que j'utilise cette Mhm. grille, qui est une grille de domination féminine et masculine. Mais si je veux l'utiliser quand même, en fait, dans les deux extrêmes de cette grille, on est dans de la domination forte. Dans le centre de la grille, on est dans la domination douce, ou de la soumission douce. Et au centre de la grille, on est dans la relation parfaitement égalitaire, qui pour moi est une utopie. Et toi, j'ai l'impression que sur ta chaîne, ça alterne entre les deux formes de domination douce, enfin de domination et soumission douce. C'est-à-dire, à la fois, tu fais parfois le daddy en sécurisant la personne, en lui permettant d'exprimer tout ce qu'elle veut exprimer, etc. Tu vois? Donc, ton invité est un peu Mhm. ta princesse. Mais parfois aussi, tu prends ta place d'artiste, tu prends ta place d'homme qui a des choses à exprimer et à apporter. Et du coup, ton invité se retrouve dans la position de muse, quelque part. Ça, pareil, je m'y attendais pas sur ta chaîne. C'est agréable que tu te permettes de prendre ta place, même dans les interviews, et de raconter ton vécu, ton sentiment. Ça fait partie des qualités parce que ça veut dire que t'es pas figé dans une position soit de dominance, soit de soumission.
Tu vois, tu Hmm. es capable d'écouter ce qu'il y a de vivant, quoi. Et aujourd'hui, tu m'interroges sur le connard et la salope intérieure. Hmm. Ils sont le plus visibles dans les extrêmes de ce schéma. Dans des Hmm. relations avec une sorcière et un homme pantin qui se fait dépouiller. Ou dans Ouais. une relation avec un homme bête et une femme objet qui se fait utiliser et jeter. Tu vois? Ouais. Donc, peut-être aussi que ton tempérament peut-être plus doux te fait peut-être difficilement voir ces extrêmes-là. Parce que c'est peut-être des choses que tu as plus du mal à rejoindre. Mais pour Oui. autant, t'inquiète pas que c'est présent aussi chez le centre du schéma. Enfin, tu vois, les meufs qui font les princesses, avec un mec un peu daddy, genre qui leur paye tout, ou qui leur permet tout, il y a un côté un peu de mettre l'autre sur un piédestal, et chacun en tire une forme de jouissance narcissique ou anti-narcissique. La princesse en tire une jouissance narcissique, et le mec qui l'a mis sur un piédestal en tire sa jouissance anti-narcissique. Si elle est là, c'est grâce à moi. Tu vois? Et pareil pour l'artiste et la muse. Ensuite, en termes de spirale, bah, tu connais, il me semble que sur ta chaîne, on est sur un beau niveau d'expression vert. Je sais pas ce que tu en penses. J'aimerais que ce soit le cas le plus possible, et même j'aimerais que parfois ça clignote en jaune. Hmm, oui. Oui, c'est Voilà. ce que j'allais dire. J'allais dire avec certains invités, pas tous, il y a des belles pointes jaunes. Mais sinon, les thématiques, en tout cas, quand ça parle de sensibilité, quand ça parle de, je sais plus, mais il y avait plein de mots-clés qui pour moi faisaient plus référence à vert qu'à jaune. C'est pour Ouais. ça que j'insistais sur le vert. Même si ensuite dans les réflexions, évidemment, voilà. Est-ce que je fais un petit mot sur la répartition de la discorde? Je vais y aller grossièrement. En gros, dans les niveaux bas de la spirale, l'humanité se bagarre entre ordre et chaos, entre névrosé et psychotique, sur qui a le pouvoir, sur qui exprime le plus son mode de jouir. À partir de vert, on essaie de donner de la place à tout le monde, et ça demande à ce que tout le monde puisse s'écouter et s'exprimer. Et ça demande que tout le monde puisse faire ce travail-là. Et ça se sent, du coup, dans tes interviews, que même les invités ont à cœur de prendre soin de toi et de parfois jauger comment c'est pour toi. Enfin, il y a, je trouve, plus besoin de cadres qui soient imposés officiellement ou quoi. Il y a juste deux humains qui discutent et ça suffit. Tu vois, il y a plus besoin de règles du jeu ou du. Je sais pas comment dire, mais je ressens cette liberté d'expression verte. Hmm. C'est une liberté d'expression, non pas au sens la liberté d'expression, on peut plus rien dire, mais au contraire, c'est les gens que tu invites, je sens que je pourrais leur parler aussi, mais parler pour de vrai, les vrais bails, tu vois, discuter des vrais trucs. Ouais. Et c'est des gens avec qui tu as une liberté d'expression. Mais, Ouais, ouais. Ben, je remercie au passage tous les invités qui sont passés par ici, et vraiment, je suis d'accord avec toi. Je trouve que je les ai bien choisis. hmm. Et l'inverse de ça, c'est le plateau télé où on vous dit, mais vous pouvez pas dire ça. Comment Oui. pouvez-vous dire ça? Tu vois, Est-ce que vous condamnez d'abord? Est-ce que vous condamnez c'est ça. d'abord? C'est ça. Mm, mm. Pour finir, le Vexamonde, alors personnellement, j'aimerais que tu. Parce que, ok, tu chatouilles, parfois tu vas jusqu'à sa pique, mais pas plus. J'ai Mm. l'impression, quand tu as des invités. Et moi, en tant que spectateur, j'aimerais que tu le défonces un peu plus. Voilà. Ben, c'est ce que tu t'apprêtes à faire en faisant à ta sauce, puisque là, t'as vraiment quelque chose qui t'est personnel là-dedans, et où je pense que tu le ferais mieux que moi, ça. Mais j'entends Bah, ce que on tu me verra, on dis. verra. Ouais. Non, mais je dis ça, J'entends ce que mais tu dis. c'est vraiment pas facile d'aller sur le terrain du Vexamonde avec des gens et en plus devant caméra, etc. Donc, C'est difficile, et c'est difficile de pas y aller et que l'autre ne se sente pas sacrifié, justement, à ce moment-là. ouais, c'est ça. Il faut un sacré parcours pour arriver à l'endroit où tu connaissais pas la personne il y a une heure et demie, et d'un coup tu lui balances un truc sur l'échelle assez haut. Je suis pas sûr que cette personne, elle soit là pour ça, déjà. Et deuxièmement, ça va rester. Donc, on n'est pas dans une situation où on est dans un bar en train de discuter autour d'un verre ou je sais pas quoi, un truc détendu où il y aura pas de traces. Là, la personne, elle a quand même un souci de représentation puisqu'elle représente non seulement la personne. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est mélanger le professionnel et le personnel.
Mais justement, je vais respecter les deux. Si je commence à tirer trop sur la corde, à cet endroit-là, je pense qu'il y a une disharmonie qui se crée et je crois que c'est peut-être une peur des conflits aussi qui motive tout ça, hein, possible. Peut-être, mais c'est à la fois un défaut et une qualité, du coup. Hmm. Bah après, on finit par faire du hardisson, alors ça donne des séquences qui sont intéressantes, mais à quel prix, quoi? Bah, et encore, Ardisson, j'allais dire un truc méchant. Euh, J'aime pas Ardisson parce que je trouve qu'il ne vexe pas sur des endroits pertinents et juste sur des endroits blessants. Enfin, genre, il est bête et Bah méchant, oui. quoi. Il fait ça de manière perverse, c'est ça que je veux dire. Hmm. Lui, son mode de jouer, oui, là, c'est clair. Ouais, c'est jouir au détriment d'autrui, c'est ça que Hmm, j'appelle la hmm. perversion. Et je pense qu'on peut aller dans le Vexamonde sans que ce soit pervers. Mais par contre, ça demande souvent d'y aller à deux. C'est pas que l'intervieweur qui Ouais. va poser ses questions depuis son haut pupitre, c'est on y va ensemble. Hmm. Je te remercie beaucoup pour cette analyse, pour avoir accepté cet exercice, de t'être sacrifié en regardant beaucoup de contenu sur la chaîne. Euh, Attends, attends, Puis attends, ça donne attends. un... Alors, attends, je me suis pas sacrifié. Non, mais merci à toi, parce que tu es le premier à me demander ça proactivement, et je trouve ça assez courageux de ta part, donc merci et bravo pour ça, du coup. Bah, chouette. Ça donne un aperçu de l'outil que tu vas utiliser, sans doute, à des moments d'accompagnement, de quoi il est... Parce que quand on voit comme ça, c'est imbitable. Si on voit que juste l'image, on se dit, oh là là. Et à la fois, c'est ludique, parce qu'on voit, il y a plein de couleurs et tout. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'attirant, c'est le côté ludique, et de repoussoir, c'est le côté trop complexe, si c'est pas expliqué, s'il n'y a pas le professionnel pour s'en servir. Et donc du coup, il y a vraiment, voilà, je trouve une expérience plus directe que si jamais on se contentait juste de parler de la grille en question. Après, en accompagnement, je l'utilise pas, enfin, j'ai pas besoin de. Ok. Soit j'ai déjà tous les trucs en tête et ça me percute, mais sinon, Donc tu la sors j'ai- jamais, cette non. carte pour discuter avec les gens. Ok. Est-ce que ça veut dire que par contre, les gens que tu rencontres, tes connaissances, ils sont tous passés par cette grille là dans ton... Non, je fais ça que Non? sur YouTube. Ah, ok. Je pensais que c'était plus important que ça, puisque c'était l'analyse ipséité. Je croyais que c'était vraiment central comme outil. Non, c'est plus un format d'émission dans lequel je m'amuse avec plein d'outils rigolos, Ok. quoi. Mais non, je n'utilise pas ça du tout dans la vie, en fait. Ok, très bien. Bah, je suis content de l'apprendre aussi. Sinon, ce serait relationner avec une sorte de capote mentale. Et je préfère relationner sans J'entends. capote. J'entends. Mais ça ne m'empêche pas des fois qu'il y a des trucs qui me sautent aux yeux, des patterns perdants, gagnants, ou des niveaux de conscience, des bêtises comme ça, tu vois. Mais c'est plus fait exprès. C'est des fois l'information m'arrive comme un bonus. Mais je cherche pas Ouais. à analyser les gens. J'ai plus besoin. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, à force d'être à l'écoute, t'as plus besoin d'analyser. Parce que l'écoute Hmm. suffit. Quand on analyse, c'est qu'on n'arrive pas encore à bien écouter, en fait. J'entends. Très pertinent. Je reviens à un autre sujet. J'ai encore quelques questions sur ce sujet-là, et puis après, on va jouer un peu, puis après, Gaëtan viendra jouer avec toi. Vas-y. Euh, Est-ce que le connard intérieur, ça peut être celui qui a tort d'avoir raison? Je te pose cette question pour que tu puisses développer cette notion, parce que je la trouve vraiment intéressante. On peut avoir raison d'avoir raison, mais aussi on peut avoir tort d'avoir raison. Oui, ah bah c'est très souvent le cas d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Le connard intérieur, non seulement il voit pas le problème, mais en plus il a raison. Et il arrête pas de dire aux autres qu'il a raison. Il peut même l'argumenter avec des arguments logiques, rationnels. Bah super, mais peut-être que parfois quand tu as raison comme ça, tu es en train de perdre tout le monde. Tu es en train de faire fuir tout le monde. Par Hmm. conséquent, tu as tort d'avoir raison. C'est pour ça que j'aime bien la notion de est-ce qu'on a raison d'avoir raison? Dans quelle mesure on peut avoir raison d'avoir raison? Et ce qui demande, au-delà d'une intelligence purement rationnelle, mentale, un peu d'intelligence émotionnelle. Hmm. Plus on échange, plus je me dis que mon connard intérieur, il doit être vraiment balèze. C'est bon ça. Est-ce que tu considères ta démarche professionnelle comme artistique ou est-ce qu'un autre mot correspondrait mieux? J'ai aucune idée. Déjà, le mot profession,
ne fait rien résonner en Mhm. moi. C'est trop sérieux, tu vois. Je suis beaucoup trop dans le jeu pour considérer que ce que je fais est un vrai métier. J'arrive pas à croire à ces trucs-là. Mais pour autant, bah, il y a deux choses. Il y a le contenu que je produis sur YouTube où il y a une part d'artistique ou une part de performance, de fanfaronnage. Ou pour me démarquer, ou pour marquer les esprits, ou pour avoir cette forme de prédation culturelle et symbolique, oui, je fais preuve d'une forme d'artisanat ou d'art, c'est-à-dire de création de valeur ex nihilo qui n'a pas d'autre but que elle-même. Mais peut-être que le mot œuvre, ça me parle plus. Je vois ça comme une œuvre sur la continuité, et chaque vidéo que je sors sont des tentatives, plus ou moins des rouages, plus ou moins fonctionnels de cette œuvre. Et cette œuvre parlera à qui elle devra parler. Et là-dessus, ouais, du coup, il y a peut-être une démarche artistique au sens noble, dans le sens où j'espère construire une œuvre au sens d'un grand œuvre. C'est les tailleurs de pierre, quand ils finissent leur apprentissage, ils doivent faire un grand œuvre, c'est-à-dire un truc tellement stylé que tu peux que dire waouh, personne n'aura envie de le détruire, n'aura envie de le garder en patrimoine. Un peu comme une cathédrale, tu vois. J'aime Mhm. bien l'idée que si ma démarche a un minimum de caractère artistique, dans ce cas-là, je dois avoir la décence de penser mon art sur la durée comme un patrimoine qui serait important à transmettre, et pas comme un prout éphémère, bien que j'ai rien contre, mais c'est autre chose encore. Parce que même dans Mhm. l'éphémère, il y a des choses à réinventer et à faire vivre, tu vois. Mais, mais je pense ça vraiment pour du long terme et pour les gens qui. Est-ce que dans 10 ans, 30 ans, 50 ans, les gens qui tomberont sur mon contenu le trouveront encore pertinent? J'ose espérer que oui, c'est dans ce sens-là que je crée du contenu. Ok. Et, euh, et sinon, pour ce qui est de l'accompagnement, je considère pas que c'est forcément de l'art. C'est présence et écoute. Voilà. Il y a même pas de but en fait dans l'accompagnement. J'essaie de venir comme une feuille vierge et apparaîtra ce qui doit apparaître. Mais c'est rigolo parce que finalement, tu me dis non, je vois pas ça comme une démarche artistique et les derniers mots que tu viens de prononcer, pour moi, c'est la définition d'une œuvre d'art. Euh, je suis comme une page blanche et je vois ce qui va se mettre dessus, bah, c'est à peu près ça, hein. Oui, t'as raison. T'as raison. Et on dit souvent que, enfin, des gens disent de moi que je pense comme un peintre peint et qu'il faut pas chercher à comprendre trop rationnellement Trigor, mais de le voir comme une peinture. Hmm. Ouais, donc les retours des gens sont précieux et à ce titre-là, du coup, t'as aussi un indice. Ok. Ouais. Mais ça, pareil, tu vois, je l'ai pas choisi. Ça fait Hmm. partie de mon ipséité peut-être. Sans doute. J'en doute pas. J'ai vu que dans la bibliographie de ton site, bah, tu parlais de Carlos Tinoco, Sandrine Gianola et Philippe Blasco, leur livre intitulé Les surdoués et les autres, pensez l'écart. Tu sais que bah voilà, on a beaucoup parlé de HPI, surdoué, etc. sur cette chaîne. Est-ce que il y a quelque chose qui t'intéresse dans ces neuroatypies? Est-ce que tu veux bien nous partager parce que j'ai été étonné que justement sur ta chaîne, c'est un thème qui n'apparaisse pas. Et donc du coup, est-ce que c'est chiant de te poser la question parce que justement t'as pas envie d'en parler? Ou est-ce que c'est l'occasion de faire un petit check de où t'en es là-dessus? Bah, c'est un sujet que je connais pas. C'est une étiquette Ok. qui me. euh, Il y a des gens qui m'ont déjà demandé si j'étais surdoué ou si j'avais été diagnostiqué. J'ai pas fait de test en ce sens et ça m'intéresse pas spécialement de le faire. Mais je remarque que les gens qui eux ont fait le test, bah, je m'entends bien avec eux et ça me suffit. Voilà. Hmm. Ok. En tout cas, de ce que je vois sur les surdoués entre guillemets, pour moi, il y a quand même un sacré rapport avec le fait de ne pas pouvoir être une éponge à ce point. Et
Et par conséquent, je ne pourrais pas m'adapter à ce point à un monde qui veut faire de moi tel schéma, tel comportement, tel truc. Si moi je trouve ça absurde et ça ne fait pas sens pour moi, et j'ai l'impression que chez les surdoués, il y a ce besoin de sens, un sens qui soit vrai, pertinent, profond, vivant, que sais-je. Mais il y a un truc à la fois indomptable qui les rend peut-être inadaptés à la société, en tout cas à la société au sens mainstream, parce qu'on fait toujours société, chacun à notre manière, avec les gens avec qui on relationne. Et, euh, et je remarque par conséquent que les surdoués, notamment ceux que tu accueilles sur ta chaîne, ont en commun un éveil progressif de leur personnalité, de leur individualité, sans pour autant que ça devienne des individualistes. C'est que ce sont des gens qui s'individuent, mais et qui n'ont pas pu faire autrement que de devenir qui ils sont. Et je remarque qu'il y a un truc comme ça, et c'est pas des questions que se posent les neurotypiques. Si ces catégories-là servent à désigner quelque chose, c'est les neurotypiques, c'est des gens qui ne se posent pas de questions de qui ils sont et qui peuvent vivre à côté de ce qu'ils sont. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, parce que c'est même très prétentieux comme jugement. Mais pour autant, ça se voit. Notamment quand tu développes un peu de présence ou d'intelligence émotionnelle, tu vois les gens qui se dissocient, tu vois les gens qui compensent ou qui et, et j'ai l'impression que les surdoués sont dans un rejet de ça, une intuition de rejet de ça. Et voilà, je trouve ça chouette que ça existe du coup. Hmm. Mais pour autant, enfin, j'ai l'impression aussi qu'on nomme surdoué n'importe quelle personne qui peut se réveiller à lui-même. À partir du moment où ça devient le cas. Et que c'est du coup un potentiel que beaucoup de gens ont, mais chez qui c'est pas réveillé parce que trop castré. Et j'ai l'impression aussi que la plupart des gens qui sont pas éveillés à eux-mêmes le sont parce qu'ils ont été castrés par l'énergie sexuelle de quelqu'un d'autre, qui est toujours identifiable. Et que c'est pour ça aussi, je pense que les surdoués s'intéressent beaucoup à la psychanalyse, parce que dans la psychanalyse, on étudie en tout cas, on a tenté d'étudier les modes de jouir, les perversions, ce genre de choses, parce que c'est le sujet en fait. L'énergie sexuelle est un des principaux sujets de la société, même si on n'en parle pas ou on en parle comme si c'était futile ou comme si on le maîtrisait, alors que c'est un truc qui nous dépasse, c'est un truc qui se joue de nous. Et ouais, j'ai l'impression que c'est pour ça que les surdoués ont cette attirance pour les thèses psychanalytiques. Pour autant, je crois que dans la psychanalyse, il n'y a pas toutes les réponses du tout sur ces sujets-là. Voilà. Et après, bon, je dis ça, je n'ai pas beaucoup étudié du tout la psychanalyse. J'ai lu un peu de Hmm. Jung, Freud, c'était imbitable pour moi, et puis j'ai écouté sinon pas mal de conférences de psy, voilà. Bah, je te remercie pour ta réponse. Et justement, même peut-être ça te permet de l'exprimer, le fait que la question soit posée, parce que finalement, j'ai l'impression que t'es le premier spectateur de ta réponse, non? D'une certaine façon. J'ai pas compris. T'es le premier spectateur de ta réponse dans le sens où moi je te la pose et ce qui vient de sortir, peut-être que tu l'avais. Tu sais, des fois les choses elles sont à l'ordre. Ah oui, 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 Euh, t'as raison, t'as raison. quand elles sont sorties, bah on les voit mieux. Et que là du coup Oui, c'était un peu oui, oui, rentré. j'avais besoin de le sortir pour le voir. C'est ça. Je te remercie pour cette réponse et pour tout l'échange qu'on vient d'avoir. J'ai un petit jeu à te proposer. Le ludique, c'est que comme on vient d'échanger pendant un sacré bout de temps, bah là vont sortir très rapidement des réponses aux questions que je vais te poser. Questions rapides, il y en a pas 1000. Et puis laisse sortir ce qui est là et on voit ce que ça donne. Ça te va? Ça me fait peur, mais C'est vas-y. c'est quoi pour toi le libre arbitre? C'est l'endroit où on a le choix, à la fois conscient et inconscient, entre la zone du confort et le courage. Ça veut dire quoi réussir sa vie? Ça veut d'abord dire réussir la vie d'un autre. Et après, ça veut plus rien dire. C'est quoi pour toi la souveraineté? Tu peux dire next, hein? Il y a un truc qui me vient maintenant, c'est un peu à côté. Moi, je vais te dire quand même, il y a un mec une fois qui m'a raconté un truc qui m'a marqué, en termes de connard intérieur en plus, ça tombe bien. C'était au sujet de l'adultère.
Et il me disait, ouais, tu vois, quand t'as une nana et que t'es amoureux, que tu veux fonder une famille avec elle, bah, parfois t'as des pulsions et t'as peut-être envie d'aller voir ailleurs. Et c'est pourquoi tu dois mentir aux femmes. Il me disait, tu dois mentir. Il me disait, tu vis avec, tu meurs avec. Tu dois partir avec toi dans ta tombe. Et voilà, c'était sa façon de faire à lui. C'est une forme de souveraineté. Tu vis avec, tu meurs avec. Tu vis avec tes choix, ta verticalité. Même si elle est un peu. Tour de Pise. Parce qu'on parle souvent de souveraineté pour des choses un peu nobles, mais c'est aussi pour des choses de l'ombre. Ok. C'est les petits secrets, on vit avec, on meurt avec, tu vois. Il y a de ça aussi. Mais voilà, sinon la souveraineté, c'est l'application skin in the game de sa propre verticalité. Hmm. C'est quoi pour toi l'objectivité? C'est les petits trous pour passer ensuite au vrai truc qui est la subjectivité. Hmm. C'est quoi ton dernier déclic en date? C'est le mode de ne pas jouir féminin. C'est-à-dire que, et c'est là pour moi où j'ai jamais entendu ce truc-là des psychanalystes. Peut-être qu'ils vont théoriser que je suis pas au courant, mais j'ai l'impression qu'ils parlent beaucoup du mode de jouir des gens. Mais peut-être que c'est juste un truc masculin, ça, le mode de jouir, et que les nanas ont un mode de ne pas jouir. Et que du coup, par exemple, tout le mouvement féministe est l'expression du mode de ne pas jouir des femmes. Nous ne jouissons pas de vous. Vous les hommes, arrêtez. C'en est trop. Nous n'en jouissons pas. Tu vois. Ce qui ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas jouir dans sa vie, mais c'est l'image de la femme qui tire la tronche, qui est mal baisée. Euh, c'est ça, c'est le mode de ne pas jouir. Elle n'est pas en train de jouir d'un truc. Et, euh, et j'ai l'impression voilà, c'est un déclic que j'ai eu. Peut-être que je vais le démonter dans 3 jours, mais là j'ai l'impression que c'est robuste, que ça existe et que ça retourne plein de dominos. Et c'est pour ça, dans la dernière vidéo, j'ai analysé des musiques. Et les musiques de gonzesses, t'en as énormément, elles racontent leur mode de ne pas jouir. Voilà, c'était mon dernier déclic. Et par contre, et un truc que j'aime pas, c'est la sémantique négative, ou alors désigner un principe actif de la réalité par du non-être. Et dans le mode de ne pas jouir, il y a du non-être dans ce que je raconte. Donc c'est pas très beau, c'est pas encore très fin, c'est pas encore nuancé. Donc je suis pas encore satisfait de la manière de nommer ça. Mais voilà, pour l'instant, ça en est à cet état-là. Après, ça peut être toujours intéressant et avoir un nom qui frustre tout le monde. La communication non violente en est un bon exemple. Ah, c'est horrible, horrible. Ah, je déteste ça. Ouais, et pourtant Pourquoi c'est avoir intéressant. nommé ça comme ça? Bah, le problème, c'est que quand tu dis ce que n'est pas une chose, tu ne dis pas pour autant ce qu'elle est. Hmm. Donc ça ne t'informe pas. Donc tu as juste rajouté du bruit. La communication non violente, en fait, c'est la communication de l'être. Qu'est-ce Oui, qui c'est plus est? précis dit comme ça, ouais. Hmm. Ouais, mais et encore le mot être est tellement veut tellement tout et rien dire que du coup ça manque de précision. Mais tu vois, le fait de nommer ça communication non violente, ça a peut-être participé à rendre cet outil très yin, très bisounours, alors que c'était pas forcément que ça au départ. Ah, c'est sûr que c'est pas que ça, oui. Ouais. Dans cette séquence, normalement, je réponds pas, donc du coup, je vais vers mes questions. Si tu devais nous donner une image spontanée de la pire situation pour toi, ce serait laquelle? Je vais pas répondre parce que je vais pas donner des indices à mes ennemis. Ah, ah ouais, tu penses à ça. Si tu devais nous donner une image spontanée de ce qu'est le bonheur pour toi, ce serait quelle image qui te viendrait en premier? Il y en a tellement, j'arrive pas à choisir. Ok. C'est le problème de ma vie, il y a trop de choses auxquelles j'ai envie de dire oui, et j'ai du Hmm. mal à dire non, tu vois. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus banal chez toi? Ce qu'il y a de plus banal chez moi, c'est qu'au fond, tout ce que je fais, en termes de création, c'est pour baiser des meufs. Ok. Et après, je peux romancer. Après, je peux dire c'est pour avoir du succès, c'est pour plaire.
C'est pour que même ma compagne, elle voit que dans les yeux des autres femmes, je brille, etc. Mais si je le dis grossièrement depuis mon connard intérieur, voilà. Ok, je te remercie de répondre avec lui, c'est complètement à propos. J'ai maintenant un tout petit jeu en plus à te proposer, c'est les phrases à compléter. Donc je commence la phrase comme si j'étais toi et toi tu les finis, avec ce qui te vient spontanément. Donc je te propose, selon moi, le monde serait beaucoup plus beau si... Si j'avais pas de la merde dans les yeux. Être humain, pour moi, c'est... C'est la base. Ça va, tant que c'est pas avoir de la merde dans les yeux, ça me va. Aujourd'hui, prendre soin de moi, ça veut dire principalement... Aujourd'hui, ça veut dire beaucoup plus écouter mon corps. Par exemple, là, j'ai envie d'aller faire pipi. Je vais me permettre de couper encore une fois. Ce que je garde du moment que nous venons de vivre, c'est principalement... Notre complicité alors qu'on se découvre à peine. Hmm, je te rejoins. Aurais-tu une dernière chose à dire qui manquerait à l'échange qu'on vient d'avoir sur ce sujet-là? Quelque chose à rajouter qui est cruellement euh, pas dit pour l'instant? Sur le sujet connard et salope intérieur. Mhm. Ou d'autres bouts de notre échange, évidemment. Moi, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Enfin, voilà. Ok, Je suis pas dans le super. passé, je suis assez dans le maintenant, donc voilà. Après, des fois, tu sais, comme c'est un sujet que t'aimes bien, il y a peut-être un truc, une question qui a pas soulevé un rebond et tu te dis, ah, tu vois, c'est frustrant. Moi, je veux juste pas que, voilà, qu'on finisse sur quelque chose de frustrant pour toi. Et j'ai la question rituelle de fin d'interview qui est, Trigor, est-ce que tu t'aimes? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous parler de comment tu t'aimes? Hmm. Je pense qu'à la base, pas du tout. Euh, Tu vois, tout à l'heure, on parlait de survalorisation, sous-valorisation et se valoriser à sa juste valeur. Moi, j'étais grave en sous-valorisation et j'ai des espèces de montagnes russes entre sous-valorisation et survalorisation de moi, où des fois je m'aime peut-être beaucoup trop. Et, euh, et j'ai du mal à m'aimer à ma juste valeur, parce que j'ai du mal à trouver, à savoir ma juste valeur, à jauger ça. C'est c'est peut-être une des pratiques les plus difficiles au monde, la valorisation. Qu'est-ce que c'est que valoriser? C'est un vrai sujet pour moi. Et ça va paraître bizarre ce que je dis, mais c'est comme si c'était pas un problème et pas important, les moments où je m'aime ou je m'aime pas, parce que je vois cet amour comme une forme de mécanisme qui active des fonctionnements, que ce soit en survalorisation, je vois que je vais performer d'une certaine manière. En sous-valorisation, euh, j'ai des patterns qui sont très dans l'analyse transactionnelle, tu connais certainement. Quand je me survalorise, j'arrive dans une posture plus parent. Quand je me sous-valorise, j'arrive dans une posture plus enfant. Et quand je me valorise à ma juste valeur, je suis centré en adulte. Et, et du coup, voilà, cette question, est-ce que tu t'aimes? Je vois les différentes modalités entre oui beaucoup trop et non. Je vois ce jeu-là chez moi. Et je vois que les trois Mhm. m'apportent des trucs. Et du coup, j'arrive à m'aimer même quand je m'aime pas, parce que je sais que j'ai des trucs à vivre à cet endroit-là, et aussi quand je suis très narcissique, mais je prends pas tout ça au sérieux, quoi. Enfin, voilà. Ok. Mais je crois qu'il y a quand même un truc dont je jouis, c'est que j'ai besoin de me sentir aimé, et en même temps, je crois que je me sentirai jamais assez aimé. Et de ce contraste-là, je tire une force de création qui, je vois que pour moi, est un avantage. Voilà. Merci pour cette réponse. Je te rejoins dans ce que tu viens d'exposer. Il y a plein de... En fait, en gros, c'est arriver à être, à se faire un câlin géant de, de, de quand on est au fond du seau jusqu'au moment où on se la pète un peu trop en passant par tous les intermédiaires. Et arriver à se faire un câlin géant à cet endroit-là, ça fait du bien. J'appelle ça la déesse mère. Ok.
C'est la déesse de l'amour inconditionnel, si tu veux. Hmm. C'est pas intérieur, c'est plus un ressenti global, dans le sens Mhm. où c'est pas moi qui décide. Je peux juste me donner à. Ok, Je peux juste cesser de faire obstacle à ce truc-là. ok. Mais Fait. je saurais pas le dire autrement. Ben, ça me va tout à fait. Merci à toi, Trigor, pour tout ça. Merci pour l'échange qu'on vient d'avoir, qui a duré Merci pratiquement Mathieu. 4 heures, mine de rien. Ah ouais, déjà? Euh, Ouf. ouais, nous arrivons à la fin de notre échange à tous les deux, et c'est le moment pour moi de laisser la place à Gaëtan, qui a écouté tout ce qu'on s'est dit, qui te connaissait pas avant, et qui a pris des notes, et il va venir peut-être avec plusieurs pages de notes pour partager avec toi sur ce qui vient d'être énoncé, ce que ça lui inspire. Donc, bah, je te dis à tout à l'heure pour la conclusion, et merci encore. Ça marche. Merci Mathieu.